and look at that wing. Gilles Villeneuve's in real trouble. Gilles Villeneuve. Donc c'est pas possible. Et il faut... Après-midi du 8 mai 1982, circuit de Zolder, en Belgique. L'air est humide, lourd, de gros nuages gris glissent lentement au-dessus de la piste. Dans les stands, les ingénieurs de Ferrari inspectent une dernière fois la 126 C2 rouge vif, la machine censée incarner les plus grands espoirs de la Scuderia pour cette saison. Derrière le volant, Gilles Villeneuve, 32 ans, reste silencieux, concentré, le regard fixe. Il se prépare pour la dernière séance de qualification de la journée, là où la frontière entre la vie et la mort ne tient qu'à une fraction de seconde. Villeneuve n'était pas un pilote ordinaire. Il symbolisait la vitesse, la passion et le risque absolu. Né au Québec, il était arrivé en Formule 1 comme un outsider, mais en quelques années à peine, il avait conquis le cœur des spectateurs du monde entier. On ne l'aimait pas pour ses titres, il ne fut jamais champion du monde, mais pour sa façon de piloter. Chaque tour était un combat, chaque virage une provocation. Enzo Ferrari, le fondateur mythique de l'écurie italienne, le surnommait affectueusement « mon fils spirituel ». Mais derrière cette gloire flamboyante, brûlait un feu intérieur. La saison 1982 était tendue, notamment après le conflit avec son coéquipier Didier Pironi, au Grand Prix de Saint-Marin, 2 semaines plus tôt. Alors que Ferrari dominait la course, Pironi aurait ignoré les consignes d'équipe pour dépasser Villeneuve dans le dernier tour. La poignée de main glaciale après la course marqua le début d'une fracture profonde. Villeneuve se sentit trahi, humilié, et il arriva à Zolder avec cette colère dans le cœur. Maintenant, installé dans sa Ferrari 126 C2, il ressemble à une flèche rouge prête à être décochée. Quand le feu vert s'allume pour les qualifications, la voiture s'élance hors des stands. Le moteur turbo hurle, la voiture bondit, en quelques secondes, elle atteint près de 300 km/h. Une bête mécanique, puissante, imprévisible, dangereuse. Au volant, Villeneuve ne cligne presque pas des yeux. Chaque millième compte. Les spectateurs ne savent pas qu'ils vont assister à l'un des moments les plus sombres de l'histoire de la Formule 1. Les caméras de télévision suivent la Ferrari rouge filant à travers les virages étroits de Zolder. Dans la radio de l'équipe, l'ingénieur René Arnoux entend la respiration haletante du Canadien. Un tour de plus. Ce seront ses derniers mots. Devant lui, à quelques centaines de mètres, la marche de Jochen Mass roule lentement pour laisser passer les voitures rapides. Villeneuve arrive à près de 230 km/h et tente de dépasser par la droite. Mais au même instant, Mass se décale lui aussi légèrement à droite pour dégager la trajectoire. Un léger contact et tout bascule. La Ferrari 126 C2 s'envole aussitôt dans les airs. En une fraction de seconde, elle effectue plusieurs tonneaux avant de se désintégrer. Des morceaux de métal volent partout comme une pluie d'étincelles. Lorsqu'elle touche le sol, la cellule monocoque éclate. Gilles Villeneuve est projeté hors de la voiture. Son corps parcourt plusieurs dizaines de mètres avant de retomber lourdement sur l'herbe. Tout s'est joué en un instant. Quand les commissaires arrivent, son casque est brisé, son corps inerte, une fracture du cou, la mort instantanée. Le circuit plonge dans le silence. Le drapeau rouge est brandi. Les autres voitures rentrent lentement au stand, dans une atmosphère glaciale. Enzo Ferrari n'était pas en Belgique ce jour-là. Lorsqu'il apprit la nouvelle, il se contenta de murmurer « Un fils de Ferrari vient de partir ». En quelques secondes, Gilles Villeneuve, le héros de la vitesse, avait disparu. Mais cet accident ne prit pas seulement une vie. Il marqua un tournant dans l'histoire de la Formule 1, celui de la peur, de la sécurité retrouvée et du souvenir éternel d'un homme arrêté à 32 ans, en pleine course vers l'infini. Avant de devenir le symbole de Ferrari, Gilles Villeneuve n'était qu'un pilote amateur venu d'un petit coin du Québec, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Né en 1950, il grandit entre le bruit des moteurs et l'odeur d'essence brûlée. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par la vitesse, non pas pour la gloire, mais pour la sensation de vivre intensément. À 10 à 7 ans, il construit sa première motoneige et participe à des courses sur la glace canadienne. C'est là, au milieu du froid et du vent coupant, qu'il apprend 2 choses. Comment garder le contrôle dans l'incontrôlable, et que la ligne entre la victoire et le désastre est plus fine qu'un cheveu. Au milieu des années 1970, Villeneuve passe aux voitures de course et rejoint le championnat Formula Atlantique, le niveau juste en dessous de la Formule 1. Rapidement,
Il se distingue par son style audacieux, presque suicidaire. Tandis que d'autres calculent chaque virage, lui s'y jette avec l'instinct d'un funambule. Il ne craint pas la perte de contrôle. Il semble même croire que ce n'est qu'à la limite du chaos qu'on touche à la vraie vie. La presse canadienne le surnomme le pilote fou, mais Enzo Ferrari, un homme qui savait reconnaître le génie, y voit une âme rare. En 1966, Villeneuve attire l'attention lorsqu'il bat le champion du monde James Hunt lors d'une course à Trois-Rivières. Hunt, stupéfait, déclare « Ce type conduit comme s'il ignorait ce qu'est la peur ». Ces mots font le tour de la presse européenne. Quelques mois plus tard, grâce à Hunt, Villeneuve est invité à effectuer un test avec l'équipe McLaren. Il débarque en Angleterre avec une simple valise et la conviction absolue qu'il est à sa place. L'essai a lieu à Silverstone. Sous un vent fort et une pluie légère, Villeneuve stupéfie les ingénieurs en réalisant un chrono plus rapide que les pilotes titulaires. Mais cette audace effraie la direction. McLaren cherche la régularité, tandis que Villeneuve, avec sa manière de piloter avec le cœur, semble une bombe à retardement. Il ne dispute qu'un seul Grand Prix en 1977, celui de Silverstone. Mais cette unique apparition va tout changer. Dans les tribunes, un vieil homme observe la scène à travers des jumelles, Enzo Ferrari. Le fondateur de la Scuderia a entendu parler de ce petit Canadien et en le voyant dompter une McLaren sous-motorisée avec une rage inouïe, il comprend qu'il a trouvé un nouveau Nuvolari. Quelques semaines plus tard, l'invitation arrive. « Viens à Maranello, nous devons parler ». Lorsque Gilles arrive en Italie, il est fasciné. À l'usine Ferrari, Enzo l'accueille dans un petit bureau enfumé, décoré de photos de pilotes disparus. L'entretien dure à peine 20 minutes. Ferrari demande « As-tu peur de mourir ?» Villeneuve répond « Non, j'ai seulement peur de ne plus pouvoir courir ». Enzo sourit doucement « Alors tu courras pour moi ». Ainsi naît l'une des relations les plus légendaires de l'histoire de la Formule 1. Ferrari voit en Villeneuve ce qu'il a toujours recherché, le courage, la loyauté et la volonté de tout sacrifier pour la vitesse. Et Villeneuve considère Enzo comme un père, dur, distant, mais le seul à réellement le comprendre. En 1977, il rejoint officiellement Ferrari, remplaçant Niki Lauda, le champion du monde parti en froid avec l'équipe. La presse italienne se moque de ce choix, le qualifiant d'amateur nord-américain imprudent. Mais Enzo reste ferme, ils comprendront bientôt. Oui, dès sa première saison, Villeneuve fascine par son style de pilotage extrême. Il pousse la voiture au-delà des limites, parfois au grand effroi des ingénieurs, en observant les données. Mais pour le public, chaque course devient un spectacle. Sa manière de contrôler la Ferrari, pneus glissants, arrière dérapant, mais toujours sous maîtrise, hypnotise les foules. Sur les gradins, les drapeaux du Canada et de l'Italie flottent côte à côte. Une étoile est née. En 1979, après seulement 2 saisons, Villeneuve remporte 2 victoires consécutives en Afrique du Sud et à Long Beach, puis une 3e à Dijon, en France. Là, son duel mythique avec René Arnoux, 2 voitures se touchant, se bloquant, se dépassant 3 fois dans le même virage, devient une séquence immortelle de la Formule 1. À l'arrivée, Arnoux sourit. « Je n'ai jamais combattu quelqu'un d'aussi fou et merveilleux. » Villeneuve ne répond pas. Il sourit simplement. Dans son regard, la joie pure d'un homme qui vit chaque seconde sans calcul. Mais derrière la gloire, les premières fissures apparaissent, au sein même de Ferrari, et dans le cœur d'un homme qui ne savait pas s'arrêter. Les années 1978 à 1981 furent celles où Gilles Villeneuve et Ferrari ne firent plus qu'un, non pas seulement un pilote et une écurie, mais une véritable union, presque sacrée. En Italie, on l'appelait Il Piccolo Canadese, le petit Canadien. On l'aimait non pour ses titres, mais pour son esprit indomptable. Chez Ferrari, il ne reçut pas seulement une voiture, il reçut la confiance absolue. Et en retour, il donna une loyauté sans faille, rare dans le monde impitoyable de la Formule 1. À cette époque, Ferrari traversait une période difficile. Leur moteur V12 traditionnel commençait à être dépassé par les turbos des autres écuries. Mais Villeneuve ne se plaignait jamais. Pour lui, la voiture avait une âme. Même imparfaite, il cherchait à la rendre plus forte par sa volonté seule. « Je n'ai pas besoin de la meilleure voiture », disait-il. « J'ai seulement besoin de la mienne. » Enzo Ferrari voyait en lui quelque chose qu'il n'avait plus aperçu depuis les jours de Nuvolari ou de Fangio, un pilote qui ne roulait ni pour l'argent, ni pour la gloire, mais par passion pure. Chaque fois que Villeneuve entrait dans le garage,
l'atmosphère changeait. Les mécaniciens s'arrêtaient, le regardaient en silence. Ils disaient « Il n'a pas besoin de parler. On sent qu'il va se battre jusqu'au bout ». La saison 1979 fut son sommet. Après 2 années d'efforts, Villeneuve disposait enfin d'une voiture digne de lui, la Ferrari 312 T4. Cette année-là, il forma avec Jody Scheckter l'un des duos les plus puissants de l'histoire de la F1. Villeneuve gagna en Afrique du Sud, à Long Beach, à Monaco et à Dijon, là où eut lieu le duel légendaire contre René Arnoux. Scheckter, plus régulier, accumulait les points. Au dernier Grand Prix, à Monza, Ferrari n'avait besoin que d'un bon résultat pour remporter le titre. Villeneuve aurait pu devenir champion du monde s'il avait dépassé Scheckter. Mais il ne le fit pas. Pendant toute la course, il resta derrière son coéquipier, clairement plus rapide, mais refusa de l'attaquer. Lorsqu'ils franchirent la ligne d'arrivée, Villeneuve était 2e, offrant le titre à Scheckter. Interrogé ensuite sur sa décision, il répondit simplement « Parce qu'Enzo a dit que Scheckter serait champion cette année ». Pour lui, la parole d'Enzo Ferrari avait valeur de loi, celle d'un père. La relation entre les 2 hommes, l'ancien et le jeune, devint légendaire. Enzo Ferrari, qui avait vu tant de pilotes passer avant lui, considérait Villeneuve comme le dernier représentant de l'esprit des courses d'autrefois, courageux, romantique, fidèle. Il déclara un jour à la presse « Si tous mes pilotes avaient le cœur de Gilles, Ferrari ne perdrait jamais ». Mais derrière la gloire, l'ombre grandissait. Ferrari, comme un mariage, connaissait aussi la jalousie, la pression et les blessures. Après la saison triomphante de 1979, la nouvelle 312 T5 de 1980 fut un désastre technique, trop lourde, mal équilibrée et incapable de rivaliser avec les Williams et les Renault. Villeneuve, au lieu de se plaindre, se battait d'autant plus fort. À chaque course, il poussait sa voiture au-delà de ses limites, cherchant toujours à ramener la Scuderia à la lumière. L'une des images les plus emblématiques de sa carrière reste celle du Grand Prix de Zandvoort 1980. Le pneu arrière presque détruit, la voiture penchée, mais Villeneuve continua, roulant sur la jante jusqu'à la ligne d'arrivée. Lorsqu'il s'arrêta, il jeta un regard aux pneus déchiquetés et sourit. Voilà qui il était. Un homme qui ne renonçait jamais, même face à l'inévitable. En 1981, Ferrari lança la 126 CK, la première voiture turbo de l'écurie, puissante mais difficile à dompter. Une fois encore, Villeneuve transforma la bête sauvage en arme. À Monaco et en Espagne, il remporta 2 victoires consécutives, saluées par les experts comme des miracles techniques. Surtout à Jarama, où il mena pendant 67 tours, maintenant derrière lui 5 voitures regroupées en moins d'1 seconde, une démonstration de contrôle presque surhumaine. Ce fut la dernière année où la Formule vit Villeneuve sourire sincèrement. Il croyait encore en Ferrari, en Enzo, en l'âme rouge immortelle. Il disait « Si un jour je dois mourir sur la piste, je veux que ce soit dans cette Ferrari, parce que c'est là que je me sens à ma place ». À Maranello, on disait que la relation entre Enzo et Gilles était un amour sans parole. Elle ne nécessitait ni promesses, ni conditions, seulement la confiance. Mais cette confiance absolue, comme dans tous les grands amours, portait déjà en elle la graine de la tragédie à venir. Printemps 1982. Ferrari est au sommet. Après des années de difficultés techniques, la nouvelle Ferrari 126 C2 semble enfin accomplir la vision d'Enzo Ferrari, rapide, puissante, fiable. La Scuderia vise le titre mondial. Gilles Villeneuve, 32 ans, est l'homme désigné pour le ramener à Maranello. Mais en quelques semaines, tout va basculer. Sa carrière et sa vie vont s'achever dans la tragédie. Le 25 avril 1982, Grand Prix de Saint-Marin, circuit d'Imola. En raison d'une grève des écuries britanniques, seules 14 voitures prennent le départ. Ferrari domine, Villeneuve mène, Didier Pironi est juste derrière. Aux 45 tours, un panneau s'affiche depuis les stands. Slow, hold position. Cela signifie conserver les positions, assurer le doublé pour l'équipe. Villeneuve comprend le message. Pour lui, la course est jouée, Pironi ne le dépassera pas. Il fait confiance à la parole de la Scuderia et donc à celle d'Enzo Ferrari. Mais Pironi voit les choses autrement. Aux 49 tours, il attaque. Villeneuve est surpris, réplique immédiatement. Les 2 Ferrari s'affrontent dans un duel interne d'une intensité rare, en contradiction totale avec les ordres de l'équipe. Le public retient son souffle. Au dernier tour,
Pironi passe de nouveau et franchit la ligne d'arrivée en premier. Villeneuve, furieux, ne lève pas la main, ne le regarde pas. Dans le stand, il est livide. Il lâche à un ingénieur. Il m'a trahi. Je ne lui parlerai plus jamais. Dès lors, il n'y eut plus de camaraderie entre eux, seulement de la haine. Pour Villeneuve, la loyauté était sacrée. Une consigne d'équipe représentait la parole d'Enzo, celle d'un père. Pironi avait trahi cette fois. Pour Gilles, c'était impardonnable, pire que la mort. 2 semaines plus tard, le 8 mai 1982, Grand Prix de Belgique, séance de qualification à Zolder. Le ciel est gris, l'air lourd. Villeneuve est assis dans sa Ferrari 126 C2, casque blanc bordé de rouge. Il ne parle pas, ne sourit pas. Par radio, l'ingénieur demande « Tout va bien, Gilles ?» Il répond simplement « Oui, j'ai besoin d'un tour plus rapide que Pironi. » Ce seront ses derniers mots. Quand le chronomètre s'égrène, il quitte les stands. Le moteur turbo rugit, la voiture bondit. Villeneuve pousse la machine à la limite, virage après virage. Le temps de Pironi reste la référence. Villeneuve veut le battre, à tout prix. À l'approche du virage Terlamenbort, il aperçoit devant lui la marche de Jochen Mass, qui roule lentement pour laisser passer les plus rapides. Villeneuve arrive à près de 230 km/h, Mass se décale légèrement à droite, pensant que Villeneuve passera à gauche, mais Gilles choisit aussi la droite. Une fraction de seconde, et tout bascule. La roue avant de la Ferrari touche la roue arrière de la marche. La 126 C2 décolle, s'envole dans les airs, se retourne plusieurs fois avant d'exploser littéralement. Des morceaux de métal pleuvent sur la piste. Le châssis est arraché, Villeneuve est éjecté de la voiture, son corps vole sur plusieurs dizaines de mètres avant de retomber violemment sur la pelouse. L'impact est d'une violence inouïe, son cou se brise instantanément. Dans les tribunes, le silence tombe, les autres pilotes ralentissent, choqués, les secours se précipitent. On tente de le ranimer, en vain. Transporté à l'hôpital Saint-Raphaël de Louvain, Villeneuve est plongé dans un coma profond. Les médecins diagnostiquent une fracture cervicale irréversible. À 20 et 1,12, Gilles Villeneuve s'éteint. La nouvelle fait le tour du monde. À Maranello, Enzo Ferrari reste seul dans son bureau, silencieux. Un employé témoigne. Il regardait la photo de Gilles sur le mur et murmurait « J'ai perdu un fils ». Le lendemain, le drapeau de Ferrari est mis en berne. À Montréal, sa ville natale, la population descend dans les rues, bouleversée. La piste sera plus tard rebaptisée en son honneur, circuit Gilles Villeneuve. Quant à Pironi, ancien coéquipier devenu traître aux yeux du public, il ne s'en remettra jamais. Isolé, rejeté, il poursuit malgré tout sa carrière, jusqu'à l'accident d'Hockenheim l'année suivante. Ses jambes sont brisées, sa carrière terminée. Beaucoup parleront de « la vengeance de Ferrari ». La mort de Gilles Villeneuve choque la Formule 1. Il ne meurt pas dans un carambolage massif, mais dans un geste minuscule, un contact insignifiant et pourtant fatal. Ce jour-là, dans le vol de sa Ferrari, le monde vit une dernière fois ce que Gilles incarnait depuis toujours. Aller jusqu'au bout, vivre à la limite, ne jamais reculer, pas même face à la mort. Lorsque la nouvelle de la mort de Gilles Villeneuve se répandit, le monde du sport automobile s'arrêta. Les circuits, habituellement rythmés par le rugissement des moteurs, tombèrent dans un silence pesant. Pilotes, ingénieurs, mécaniciens, même ses plus farouches rivaux, baissèrent la tête. Tous comprirent que la Formule 1 venait de perdre l'un de ses derniers pilotes, pur, un homme qui courait non pour les contrats ou la gloire, mais par passion absolue. Le lendemain, à Maranello, la douleur était palpable. L'usine Ferrari s'immobilisa. Enzo Ferrari ne parla à personne. Dans son bureau faiblement éclairé, il ordonna qu'une grande photo de Gilles soit suspendue au cœur de l'atelier, là où résonnait chaque jour le bruit des moteurs. Sous la photo, il fit inscrire « Gilles Villeneuve, pilota, amico, figlio, pilote, armi fils ». Aucune cérémonie officielle ne fut organisée, mais lors du Grand Prix suivant, toute l'équipe Ferrari porta le noir. À l'église Sainte-Thérèse de Montréal, plus de 20 000 personnes assistèrent aux funérailles. Le cercueil était recouvert du drapeau canadien et de l'emblème Ferrari. Parmi ceux qui le portaient figurait Jody Scheckter, son ancien coéquipier et compagnon de gloire en 1979. Enzo Ferrari resta en Italie. Il confia plus tard « Je ne pouvais pas supporter de le voir ainsi. » Mais, lorsque la cérémonie prit fin, le public se leva et applaudit longuement, 1 minute entière d'hommage silencieux, sans larmes.
La mort de Villeneuve ne bouleversa pas seulement Ferrari, elle força toute la Formule 1 à se regarder en face. À cette époque, la vitesse comptait davantage que la sécurité. Son accident posa une question essentielle. La victoire vaut-elle le prix d'une vie humaine? La FIA lança une enquête complète. Aucun défaut technique majeur ne fut relevé. Le choc avec la marche de Jochen Mass était un accident imprévisible, mais ses conséquences furent immenses. Le développement des châssis en fibre de carbone fut accéléré, les ceintures et fixations de casque furent améliorées. À partir de 1983, chaque monoplace fut conçue selon une nouvelle philosophie, la sécurité avant la vitesse. Une partie de cet héritage porte le nom de Villeneuve. À Maranello, Enzo Ferrari continua de diriger son équipe, mais il n'était plus le même homme. Dans une rare interview de 1983, il déclara « Gilles était le fils que je n'ai jamais eu. Il pouvait me mettre en colère, mais il était le seul à me faire croire que la vitesse était un art. » Dès lors, chaque nouveau pilote qui rejoignait Ferrari entendait parler de Villeneuve, non comme d'une légende, mais comme d'une leçon de vie, loyauté, passion et courage d'aller jusqu'au bout. Didier Pironi, celui qui avait brisé cette confiance, vécut rongé par la culpabilité. Après son terrible accident à Hockenheim en 1983, où il se fractura les deux jambes, il quitta définitivement la Formule 1. La presse le surnomma « l'homme hanté par le fantôme de Villeneuve ». En 1987, lors d'une course de bateau au large de l'île de White, Pironi trouva la mort lorsque son embarcation chavira. Pour beaucoup, ce fut la fin d'une malédiction. La boucle tragique de Ferrari était refermée. Au Canada, Jacques Villeneuve, le fils de Gilles, grandit avec le souvenir d'un père qu'il connaissait à peine. Mais l'héritage de son nom ne le quitta jamais. En 1997, exactement 15 ans après la mort de son père, Jacques devint champion du monde de Formule 1, avec le même style audacieux, la même intensité. En recevant le trophée, il leva les yeux vers le ciel et murmura « Papa, on l'a fait ». Un moment suspendu, comme si l'esprit de Gilles revenait une dernière fois, non pour gagner, mais pour vivre encore à travers son fils. Pour les fans, Gilles Villeneuve ne fut jamais seulement un pilote. Il incarne la pureté du sport, là où la vitesse et l'émotion ne font qu'un. Plus de 40 ans ont passé, et l'on répète encore la même phrase. Il n'est pas mort dans un accident, il a simplement quitté la piste avant nous. Ah, au circuit Gilles Villeneuve de Montréal, chaque année, lorsque le grondement des moteurs résonne, des milliers de spectateurs se lèvent dans les tribunes portant son nom. Aucun monument, aucune statue ne peut mieux symboliser son esprit, seulement le bruit du vent, des moteurs, et le souvenir d'un cœur qui battait pour la vitesse. Un cœur qui s'est arrêté, mais une légende qui continue de courir, pour toujours, sur la ligne droite infinie de l'histoire de la Formule 1. Plus de 40 ans ont passé depuis la mort de Gilles Villeneuve, et pourtant, son nom n'a jamais quitté le monde du sport automobile. À chaque course de Ferrari, à chaque rugissement de moteur, on évoque encore son souvenir, non comme une simple statistique, mais comme un symbole vivant. Certaines légendes naissent de la victoire. Gilles Villeneuve, lui, est devenu une légende par sa manière de vivre et de mourir. Dans la Formule 1 moderne, dominée par la technologie, les chiffres et les stratégies millimétrées, Villeneuve semble venir d'un autre âge, un âge plus sauvage, plus humain. Il fut le dernier représentant d'une génération qui conduisait avec le cœur, pas avec les calculs. Pour lui, chaque tour de piste était un dialogue avec la mort, et c'est cela qui le rendait inoubliable. Aujourd'hui, sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal, la piste qui porte son nom, le rugissement des moteurs résonne chaque été. Quand le drapeau canadien s'élève, les spectateurs se lèvent à leur tour. Au virage numéro 12, une petite plaque porte ces mots « Salut Gilles ». Chaque année, des fans y déposent des fleurs, des photos, des drapeaux. Pas pour pleurer, mais pour rappeler que son esprit est toujours là, dans le vent, dans la vitesse, dans chaque frisson de passion. De nombreux jeunes pilotes, même ceux nés après sa disparition, considèrent Gilles comme une source d'inspiration. Lewis Hamilton a un jour déclaré « Villeneuve représentait la liberté pure sur un circuit. Il ne conduisait pas, il dansait avec la mort. » Ayrton Senna, héros d'une autre génération, confiait « Villeneuve m'a appris qu'un pilote n'est pas seulement une technique, mais une âme, sienne. » Et dans les mots de son fils Jacques, on entend encore l'écho du père, ce mélange de fierté et de douleur, comme si leurs deux destins ne faisaient qu'un. À Maranello, le musée Ferrari conserve un espace dédié à Gilles. Son casque blanc bordé de rouge, sa combinaison tachée d'huile et le volant carbonisé de Zolder sont exposés, sans éclat, sans décor.
À côté, une phrase manuscrite d'Enzo Ferrari, « Il coraggio è la forma più pura dell'amore ». Trali. Le courage est la forme la plus pure de l'amour. Cette phrase n'était pas qu'un hommage, c'était l'adieu silencieux d'Enzo à un homme qu'il n'a jamais pu oublier. Lorsqu'Enzo mourut en 1988, une photo de Gilles souriant en combinaison rouge se trouvait encore sur son bureau. Un homme qui avait vécu pour la vitesse, honoré par un autre qui l'avait rendu possible. Pour Ferrari, Villeneuve n'est pas seulement un souvenir, il fait partie de l'âme de l'écurie. Chaque pilote qui enfile la combinaison rouge entre dans une tradition que Gilles a façonnée. Conduire avec le cœur, rester loyal jusqu'au bout, accepter le risque comme partie intégrante de la beauté. Ce n'est pas seulement une philosophie de course, c'est une philosophie de vie. Pour les fans, Villeneuve reste le symbole de l'imperfection parfaite, un homme qui faisait des erreurs, qui prenait des risques, mais qui vivait pleinement, honnêtement. À une époque où les pilotes sont protégés par la technologie, son histoire rappelle que la vitesse n'est pas qu'une affaire de mécanique. C'est une émotion, un courage, une quête des limites de la vie elle-même. Chaque année, lors de la cérémonie en sa mémoire, le silence règne. On diffuse sa dernière communication radio à Zolder, 1982. L'ingénieur l'appelle, mais seul le vent répond. Quelques secondes suffisent à faire couler des larmes chez des milliers de personnes. Car tous savent qu'il y a des pilotes qui gagnent des courses, et d'autres, plus rares, qui gagnent les cœurs. Gilles Villeneuve faisait partie de ceux-là. Aujourd'hui, son héritage ne se mesure pas en trophées ni en records, mais dans l'esprit qu'il a laissé, un esprit sans compromis, sans peur, sans fin. Et lorsque le soleil se couche sur le circuit de Montréal, la lumière se reflète sur le mur de béton où l'on peut lire, en lettres rouges, « Gilles, pour toujours ». Gilles, pour toujours.